ce qu'on applique, notre motto entre guillemets, c'est simplify, standardize, automate. Donc simplifier, standardiser et automatiser. Et vraiment le faire dans ce sens-là, parce qu'il y a des fois, récemment, j'ai un CEO qui m'a appelé, qui m'a dit tiens Théo, moi j'aimerais bien avoir ChatGPT dans mon pays. Je lui ai dit ok, explique-moi un petit peu tes processus, etc. Regardons un petit peu tes pain points, et ensuite on va voir un petit peu la solution qui est applicable, parce que ChatGPT c'est super, hein, je pense qu'on aime tous, mais voyons voir si c'est la bonne solution à mettre en place. Et en l'occurrence, les process avaient vraiment besoin d'être retravaillés. Il y avait vraiment une maturité de process qui pouvait vraiment être améliorée. Donc on a décidé d'abord faire des chantiers lean, qui étaient entre guillemets peut-être un petit peu moins sexy, on va dire, de base, mais qui étaient vraiment plus pertinents avant de commencer à automatiser, parce que ça n'avait vraiment pas forcément de sens. Bonjour à tous, moi c'est Bertrand Ruiz, le CEO d'Ersas, l'outil de gouvernance projet qui révolutionne la façon dont les directions peuvent prendre des décisions éclairées. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Dans cette saison dédiée à l'agilité dans l'entreprise en 2023, en partenariat avec Valiantis, qui est partenaire Atlassian spécialisé Agile & Scale, nous allons creuser à fond cette thématique. Une entreprise qui est agile, ça veut dire quoi ? Quel est le niveau d'investissement nécessaire du DG ? Comment mettre en place une démarche agile dans une ETI, dans une collectivité ? Comment gérer les budgets quand on fait de l'agile ? Quel est le principal bénéfice à ce type de démarche ? Dans un contexte de crise à répétition, il est important de questionner notre capacité à nous organiser. C'est cela que nous avons voulu faire avec cette saison. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec vous tous et notamment avec Théo Patrier-Delange qui est le Lean RPA Manager pour Sodexo BRS. Salut Théo. Salut Bertrand, content d'être là. Bon, je suis super content parce que du coup là on est sur un positionnement un peu différent. Quand on a préparé le podcast, c'était super intéressant parce que c'est vraiment c'est pas le côté novateur, mais le positionnement intéressant dans le compte sur la façon dont on fait rentrer l'agilité d'une certaine manière. Mais est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots voilà, qui t'es, qu'est-ce que tu fais dans Sodexo et un peu le positionnement de ton entité? Ok. D'accord. D'abord, c'est important de comprendre que Sodexo, alors souvent, Sodexo, il y a deux grandes entités, on va dire. Il y a Sodexo On-Site Services, OSS, entre guillemets les cantines, hein, les gens connaissent ça sous la forme de cantine. Et il y a Sodexo BRS, donc les tickets restaurants, entre guillemets. Et moi, je fais partie donc de cette deuxième entité qui est plus petite et qui a un chiffre d'affaires un petit peu différent, mais un business peut-être avec un peu plus de marge. Donc, je fais partie de cette entité. Mon poste, c'est Lean et RPA Manager. Et je fais partie de ce qu'on appelle un centre d'excellence ou un competence center aussi, on l'appelle de deux manières. Je détaillerai peut-être un petit peu après ce que c'est concrètement, mais aujourd'hui on déploie donc tout ce qui va être des méthodologies Lean pour venir simplifier les choses avec évidemment une petite sauce agile là-dessus, et également du RPA, donc de l'automatisation une fois qu'on a simplifié un petit peu les choses. Ok. Et tu parles de centre d'excellence, si tu peux aussi expliquer ce que ça veut dire pour Sodexo BRS. Bien sûr. Alors un centre d'excellence, c'est comme on voit ça un petit peu comme une sorte de start-up dans le milieu de l'entreprise. C'est-à-dire que on va être une entité où on va venir concentrer des compétences, en l'occurrence ici l'automatisation et le lean, et on va venir, nos clients entre guillemets, c'est donc toutes les entités internes. Donc ça peut être un pays, ça peut être un département RH, ça peut être un département finance. Aujourd'hui, nous, on est relié entre guillemets à la finance, mais on n'a pas de limite en termes de scope. Ça peut être du service client également, et on va venir délivrer nos services. C'est-à-dire qu'ils ont un besoin, ils vont lever entre guillemets un flag et nous dire cher ami, nous on a un problème, on a trop de charges de travail, nos résultats opérationnels, nos KPI sont en train de chuter, et on va venir voir un petit peu, faire un diagnostic, émettre des recommandations et venir les accompagner sur tout ce qui est la mise en place de différentes actions pour venir améliorer leurs résultats opérationnels. Donc à la même manière qu'une société externe, sauf qu'on est en interne, donc il y a un côté beaucoup plus simple entre guillemets en termes de relations et aussi en termes d'alignement des objectifs. Ok. Et du coup, pourquoi et après on finira sur cette partie-là, mais pourquoi avoir mélangé Lean et RPA, parce que tu aurais pu être un centre d'expérience excellence Lean ou RPA, et là c'est les deux. C'est quoi la raison? C'est une très bonne question, je pense. Et c'est quelque chose qui est assez nouveau, j'ai l'impression. Il y a une tendance qui démarre. J'étais récemment dans une conférence et je vois qu'il y a d'autres entreprises qui commencent à le faire. En fait, la logique derrière tout ça, c'est simplement que nous, ce qu'on applique, notre motto, entre guillemets, c'est simplify, standardize, automate. Donc simplifier, standardiser et automatiser. Et vraiment le faire dans ce sens-là. Parce qu'il y a des fois, récemment, j'ai un CEO qui m'a appelé, qui m'a dit tiens Théo, moi j'aimerais bien avoir ChatGPT dans mon pays. C'était un pays de l'Europe de l'Est. Je lui ai dit ok, explique-moi un petit peu tes processus, etc. Regardons un petit peu tes pain points, et ensuite on va voir un petit peu la solution qui est applicable, parce que ChatGPT c'est super, hein, je pense qu'on aime tous, mais voyons voir si c'est la bonne solution à mettre en place.
Et en l'occurrence, les process avaient vraiment besoin d'être retravaillés. Il y avait vraiment une maturité de process qui pouvait vraiment être améliorée. Donc on a décidé d'abord faire des chantiers lean, qui étaient entre guillemets peut-être un petit peu moins sexy, on va dire, de base, mais qui étaient vraiment plus pertinents avant de commencer à automatiser parce que ça n'avait vraiment pas forcément de sens. Voilà. Ok. Donc Et c'est sur la la partie, logique. du coup, c'est ce lien-là de dire, en fait, toi, le RPA, ça reste de l'automatisation, d'une certaine forme, mais de C'est ça. l'automatisation. Et du coup, si tu mets pas la simplification au début, t'allais faire de l'automatisation de trucs super complexes, qui forcément. Exactement, exactement. Et donc ça peut parfois coûter cher à automatiser pour des résultats qui sont pas du tout pertinents. Venir automatiser un processus qui est pas efficace, c'est juste du gaspillage en fait. Hein. Donc et des fois, voilà, simplifier un petit peu les choses, standardiser un petit peu les choses. Je pense qu'on a tous à l'esprit des différents process, hein, que ce soit dans notre vie de travail, que ce soit avec voilà différentes offices administratifs, etc. Où c'est très complexe, pas forcément pour grand chose, et peut-être parfois un petit peu de simplification avant de mettre des systèmes un peu fancy, ça peut être pertinent. Du coup, tu vois, le lean, c'est un mot et un concept qui est bien connu dans l'industrie. C'est pas forcément quelque chose qui est connu dans les services ou autres. Mhm. Et donc, du coup, ça m'interroge aussi sur pourquoi avoir choisi ce mot, ce concept aurait pu avoir d'autres noms. Et du coup, et est-ce que ça a parlé aux gars de chez toi, parce que pas une entreprise industrielle, donc pas de culture, tu vois, la culture du lean. Pour après, peut-être que c'est mon prisme et qu'il n'est pas le bon, hein, tu vois. Mais moi, j'avais l'impression que dans l'industrie, quand je bossais avec les PME industrielles, le lean, bon, tu vois, c'est le mot, tout le monde connaît, etc. Mais en dehors de ce secteur-là, c'est pas du tout quelque chose de répandu. Exact, exact. Alors moi j'ai un background, je viens également de l'industrie, donc oui, je partage totalement ton point de vue. C'est quelque chose qui était pas connu chez Sodexo. Je dis qui était parce qu'aujourd'hui on a monté ce qu'on appelle une Lean Academy, donc c'est-à-dire qu'on vient former en fait les différents collaborateurs, comme de plus en plus d'entreprises le font, pour leur expliquer un petit peu les bases, qu'est-ce qu'un gaspillage, voilà vraiment dans les grandes lignes de Lean. Hein, je rentre pas trop dans le détail, mais concrètement on a décidé de garder ce nom parce que c'est vraiment pertinent, notamment parce que le lean est peu connu dans le service. Il y a beaucoup de process de service qui sont pas forcément très efficaces. Donc il y a un petit peu cette logique-là où c'est venir. Il y a beaucoup de gens qui de base vont venir nous dire ah oui, le lean c'est quelque chose qui marche dans l'industrie, on sait que ça marche chez Peugeot, chez machin, chez etc. Mais chez nous ça va pas fonctionner parce qu'on travaille en système office, on travaille dans des bureaux. Sauf que quand à partir du moment où on a un process, c'est-à-dire un input, une entrée, des étapes qui se passent entre les deux et une sortie, le lean est applicable, ou en tout cas certains de ces outils sont applicables. Ok. Donc c'était une vraie volonté de s'y diffuser cette culture et de faire un peu monter en maturité de processus des équipes Office. Mais tout à fait, hein, ton analyse est la bonne. Ok, donc vous avez dû marketer ce que c'est le lean, expliquer, etc., et que ce concept-là puisse véhiculer le concept au final de simplification et de challenge de la façon de faire dans une optique ensuite, parce qu'il y a quand même une promesse à la fin d'automatiser certaines choses, parce que C'est ça, c'est ça. ça reste l'envie initiale reste de pas avoir à refaire certaines choses, hein, parce qu'on peut automatiser. Tu le vends bien parce que tu dis bon, on va d'abord le simplifier, on l'automatise après. Ok. Exactement, exactement. Si je peux donner un petit exemple concret tout bête, hein, de ce que veut aussi dire le lean, c'est-à-dire qu'on avait un processus où, si vous voulez, lorsque quelqu'un vient payer avec une carte entre guillemets Sodexo à un terminal de paiement, hein, comme vous feriez chez n'importe quelle grande surface, il se peut que la carte soit rejetée, et dans ce cas-là, l'application de Sodexo va venir proposer d'identifier quel a été l'incident. Et au départ, donc, et derrière, ça veut dire tout un process en termes de service client, venir traiter ces incidents, analyser ce qui s'est passé, etc. Et donc on voulait l'automatiser parce que c'était des tâches assez répétitives. Avant de l'automatiser, et donc on a commencé à faire une analyse, mais le client entrait des commentaires en free text, c'est-à-dire en texte libre. Ce qui pour l'automatisation, c'est compliqué. Ça voulait dire analyser du langage, ça voulait dire comprendre ce que le client a voulu dire. Donc ChatGPT, Théo, c'est toi qui n'avais pas trouvé la solution. c'est ça, c'est ça. Et on n'a pas encore ChatGPT. Voilà. Mais du coup, ou alors on pouvait mettre un chat GPT, mais un chat GPT, c'est pas 2 euros entre guillemets. Donc voilà. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que, et donc là, l'avantage, si j'avais eu un esprit uniquement automatisation, j'aurais voilà pensé chat GPT, etc. Mais lorsqu'on a vu ça, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas déjà sur vos incidents, il y a 5 grandes catégories qui reviennent 80% du temps. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas une drop-down list en fait directement intégrée dans l'application? Comme ça, derrière, pour automatiser, c'est beaucoup plus simple. On a 5 scénarios et un sixième scénario qui serait entre guillemets un scénario autre, et c'est beaucoup plus simple. Là, je rentre un peu dans le détail, mais c'est pour expliquer un petit peu cette synergie vraiment entre le lean, l'esprit standardisé, simplifier un processus, et ensuite comment ça va venir booster vraiment sous stéroïde notre automatisation, ou en tout cas la rendre beaucoup moins chère, en fait, dans ce cas-là. Ok.
Donc du coup, toi, tu fais cette promesse-là à l'ensemble du groupe de ta branche, et donc du coup, les gens viennent te demander à toi quand ils ont des enjeux d'automatisation. Tu leur réponds pas de souci, mais on va regarder déjà comment fonctionner. C'est Et ça. j'imagine que pour lancer la dynamique, c'est un peu plus compliqué que ça parce que qui paye, combien tu payes. En fait, je vais passer par un externe parce que j'ai un prestat super cool dans mon pays avec qui je travaille depuis longtemps, qui m'a dit qu'il pouvait faire pareil, etc. Donc, toutes les problématiques d'interne externe qui sont pas que du tout liées à ton use case à toi, mais globalement. Et du coup, t'as dû toi créer là-dessus. Avant d'aller savoir comment tu as craqué le truc, on a quand même une frontière entre là le lean et l'agilité. Ouais. Voilà, les puristes diront que c'est différent, etc. Comment toi, tu conçois cet enjeu d'agilité quand tu portes tes missions ou les missions de tes clients internes, et pourquoi tu considères que c'est agile versus t'aurais pu très bien dire on vend du projet, quoi. C'est ça. Alors pour moi, c'est une combinaison parce que déjà, il y a le côté aussi où des fois, il y a un petit peu des fois cette tendance à dire l'agilité est la solution à tous nos problèmes. Je pense que la vérité se trouve dans un mix entre tout ce qu'on va dire le waterfall, donc le projet en Ouais, cascade, je suis pas sûr du terme en français, ouais. mais voilà les projets en waterfall et les projets en agile. Donc la façon dont on va le découler, déjà, l'agilité, comment on va l'utiliser, c'est dès qu'on va venir mettre en place un projet, c'est qu'on va fonctionner énormément par itération. C'est-à-dire que on va construire par exemple un premier business case et très rapidement, on va avoir très rapidement un premier business case lorsqu'on va faire une analyse et très rapidement on va venir faire des itérations dessus. On va reprendre des inputs, on va venir c'est vraiment une logique de prototypage en fait. Pareil lorsqu'on va venir développer une automatisation, on va très rapidement demander l'état actuel des choses, donc tout ce qui est les data as is en fait de l'état existant. On va très rapidement concevoir une première solution, un premier prototype un petit peu bancal entre guillemets, mais pour rapidement itérer dessus. Et donc on va garder le côté waterfall pour tout ce qui va être les grandes milestones, donc c'est-à-dire analyser un process, ensuite développer, ensuite tester, ensuite mettre en production, etc. Mais on va vraiment garder le côté agile pour tout ce qui va être l'itération au sein de ces étapes, en fait, de ces grandes milestones. En fait, donc c'est là où on va venir essayer de combiner une approche lean, une approche agile avec une approche un peu plus classique waterfall avec des blocs très bien connus et bien planifiés. Du coup, quand même, tu peux considérer que comme tu fais du lean dans le sens où tu vas essayer d'améliorer un processus, donc le regarder, itérer, etc. Déjà, c'est un processus agile. C'est ça, de base intrinsèquement, à partir du moment où on essaie d'analyser, de prototyper, de faire une version 1, une version 2, une version 3, il y a un côté agile naturellement dans la façon de le faire. Et le lean, ça va vraiment rarement être du plan, do, check, act. C'est vraiment, il y a vraiment un côté cycle. Pour ceux qui connaissent un petit peu tout ce qui est le PDCA ou la roue de Deming, voilà, il y a vraiment un côté itératif. Donc c'est là où je pense qu'on se rapproche d'une méthodologie agile. Donc, du coup, toi, et là où ça rajoute une complexité dans la vente de ton service, ou vente, enfin, le mot est pas forcément le bon, mais dans tous les cas où le fait, il y a des gens qui vont mettre du temps et ou de l'argent pour acheter le service de tes équipes, c'est le fait de dire à un patron, tu ne peux pas lui promettre un livrable de sortie qui est en mode projet final, etc. Puisque en agilité, tu vas être plutôt sur par exemple, on peut parler de user story ou autre. On s'engage pendant 3 mois à bosser sur ces use cases-là et de les simplifier au maximum. Mais le rendu final et le périmètre fonctionnel, lui, est ouvert puisque c'est cette itération-là qui le définit. Donc, C'est ça. si sur ce point-là, du coup, maintenant, si on revient sur comment tu as bootstrappé, si je peux appeler ça, lancé avec tes équipes et en interne, le fait que les gens acceptent de payer en interne des choses pour avoir un externe, je suis sûr, en se disant qu'il pourrait avoir moins cher, mieux avec connaissant les gars. Puis bon, faire venir un mec du groupe, voir nos processus et nous dire qu'on bosse mal, franchement, c'est pas sexy. Ça, je me fais Ouais. l'avocat dire, mais tu vois, ça peut vraiment être vu comme Bien ça. sûr, non, c'est ça. Deuxième point, en plus, il me promet pas de ROI ou pas d'être sûr et certain parce que sa démarche lean, là, elle est un peu fumeuse. C'est de l'itération. Moi, ce que je veux, c'est du résultat. Et à la fin de l'année, on me demande du résultat, on me demande pas d'avoir fait mon mieux sur. Je pousse à l'extrême et du coup, en fait, Ouais. regardez, encore une idée du groupe assez originale. Sûrement que c'est un cabinet de consulting qui leur a promis ça. Bon, moi, je suis pas fan. Je me suis mis le négatif du négatif sur tout ça. Ça se trouve, j'espère que t'as pas eu de ce genre de Non, remarques, mais mais il y a des tendances.
Oui. Ok, comment t'as abordé tout ça? Ouais, ok. Alors là, là, il y a pas mal, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, je pense que ton analyse, oui, effectivement, tu te fais un peu l'avocat du diable, mais je pense que ça reste réel. Il y a clairement des profils qui sont un petit peu dans ce cas-là. Évidemment, il y a tout type de profils, hein. Il y a les proactifs et un peu les résistants, mais clairement, ce genre de craintes, en tout cas, sont réelles. Donc, la façon dont on l'a abordé chez Sodexo, déjà notre modèle, c'est que la logique qu'on a eue de base lorsqu'on a commencé à vraiment concevoir notre competence center, c'était de se dire, on est entre guillemets en concurrence avec des fournisseurs externes. Donc, faut qu'on se considère, il faut qu'on ait un niveau d'exigence envers nous-mêmes, comme si on approchait les pays vraiment en tant que client. Donc, il ne faut pas se dire, ah, c'est de l'interne, donc dans tous les cas, ils vont finir par accepter. Non, il y a vraiment un côté où il faut qu'on soit exigeant envers nous-mêmes. Donc ça, c'était la première démarche. Ensuite, ce qu'on s'est dit, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait vraiment un incentive, en fait, pour que les pays aient intérêt à fonctionner avec nous. Donc il faut soit qu'on soit moins cher, soit qu'on soit plus rapide, soit qu'on soit de meilleure qualité, qualité coût-délai, hein. Il y a un moment, c'est simple. Ou qu'on soit les trois à la fois, si on est capable de le faire. Donc ici, ce qu'on est venu faire, c'est que dans notre modèle, on vient créer un business case avec un pays. Donc concrètement, si je peux un petit peu faire un projet type de A à Z, il y a une première phase où on va venir analyser un process. On va regarder est-ce que quel est le pain point, etc. Vraiment une phase de diagnostic. Donc comme quand on va chez un docteur, on va faire une petite analyse. Et rapidement, ce qu'on va expliquer au sponsor local, donc là, on va discuter avec un CFO, un CIO, voilà. Et là, clairement, ce qu'on va lui expliquer, c'est on va venir délivrer un résultat. Donc, on va quand même si on est en mode agile, même si on a d'itératif, on va quand même s'engager sur un résultat, c'est-à-dire qu'on va construire un business case avec évidemment une marge d'erreur, donc on va leur annoncer, mais on leur construit un business case avec combien il va falloir mettre sur la table en phase d'implémentation, combien est-ce qu'on estime plus ou moins qu'on va avoir de frais d'OPEX entre guillemets en mode run, donc pour la phase d'implémentation plus du CAPEX bien sûr, et ensuite, donc on va concrètement leur présenter ce graphique-là, et si jamais ils nous ont expliqué, par exemple, j'ai eu le cas dans certaines entités où ils nous disent voilà, moi mes volumes vont doubler dans un an, etc. Ben, on va peut-être faire plusieurs scénarios, un scénario pessimiste, un scénario moyen, un scénario optimiste du business case. Et donc là, concrètement, ensuite on leur montre de manière très transparente tout le détail. C'est-à-dire, si jamais ils veulent rentrer, notamment avec les CFO, ça se passe beaucoup, s'ils veulent rentrer dans le détail des coûts, de combien il faut mettre sur la table, par rapport à quoi, etc. On leur montre. Et là, on leur dit ici niveau de certitude haut, ici niveau de certitude vraiment moyen, parce qu'il y a de l'itération, parce qu'on maîtrise pas encore le processus, parce que des fois, voilà, on n'est pas dans l'industrie, donc des fois, il y a des processus qui sont documentés. Il y a une documentation qui existe, qui a des fois quelques années, c'est pas toujours parfait, etc. Donc, on sait pas forcément où on met les pieds. Donc, on va mettre une forme de marge entre guillemets d'erreur. Mais donc ça va venir les rassurer parce que on s'engage quand même. Et là, on leur dit, nous, c'est ce à quoi on s'engage. Alors après, évidemment, ils pourraient dire, mais moi, je pourrais prendre 3 étudiants en IT, ils pourraient me faire la même solution. C'est plus cher la façon dont vous le proposez. Là, ce qu'on va venir leur expliquer, il y a un peu une sorte de logique aussi de carotte et de bâton. Dans le sens où carotte, ce que j'appelle la carotte, c'est vraiment, s'ils marchent avec nous, on s'engage sur des résultats, mais ensuite, donc c'est le pays qui paye, et nous, on va venir leur mettre une recommandation. Donc on a un petit système de feu rouge, feu orange, feu vert, où on va venir leur dire, là, on conseille pas d'y aller parce que le projet n'a pas de sens, le business case n'est pas encore suffisamment bon, etc. Feu vert, go, et feu orange, c'est typiquement comme je disais tout à l'heure. On voudrait bien y aller pour faire l'automatisation, mais d'abord, faisons un peu de lean, faisons un peu, etc. Et dans le cas où ils nous disent go, on y va, l'argent est mis sur la table entre guillemets. Là, on va vraiment s'engager à quelque chose et on s'engage également sur un système de qualité minimale. Donc, on a différents, je ne vais pas forcément entrer trop dans le détail, mais on a différentes templates et on a également, par exemple, ce qu'on appelle un code review. Donc, c'est-à-dire que on a des niveaux standards minimum de qualité de code dont nous on apporte le service de venir revoir le code, etc. Ce qui serait pas fait avec un fournisseur extérieur et ce qui va permettre d'avoir quand même un niveau de qualité, de support, etc. Minimum qui va permettre de satisfaire le pays. Donc voilà un petit peu ce qu'on apporte. Ensuite, le bâton, c'est entre guillemets, donc ça c'était pour la carotte. Ce qui est le bâton, là c'est plus, on va aussi parler des pays qui sont passés par des fournisseurs parfois externes, et il y a eu des parfois mauvaises expériences. On s'attendait à ce que 90% du process soit automatisé, X savings, etc. Et la solution n'était pas forcément adaptée aux besoins. Il y a un petit peu des fois le travers que certaines entreprises ont. Lorsqu'on a un marteau, tout ressemble à un clou. Voilà, donc je pense qu'il y a un petit peu ce travers-là. Et voilà, on a des pays qui ont eu des mauvaises expériences par le passé. Et donc on en parle également, on parle des risques et où nous on apporte une garantie que ça fonctionnera quoi qu'il arrive. Et si ça fonctionne pas du premier coup, on fera une itération. Et si jamais l'itération se prolonge, peut-être que les coûts seront repris en centrale entre guillemets parce que on avait mal scopé quelque chose ou parce qu'on Garantie, là c'est important, c'est-à-dire que ça c'est quand même un élément clé. Donc il y a quand même plusieurs choses dans ce que tu as dit qui, tu vois, qui sont un peu
contradictoire, mais en même temps, c'est compréhensible. T'es obligé d'engager un résultat, sinon les gars, ils acceptent pas la démarche lean. C'est-à-dire, en gros, ce qu'ils te disent un peu, c'est OK, fais comme tu veux tes itérations, mais bon, moi, je veux que tu t'engages sur un résultat. Donc, c'est quand même C'est ça. contradictoire entre agilité et plutôt cyclable. C'est-à-dire que là, t'es sur un engagement de livrable. Sur quelque chose que t'as pas encore vraiment bien étudié ou tu sais pas exactement si tu peux l'atteindre. C'est Mais ça. toi, tu as quand même fait une pré-étude à tes frais ou pas. Ça, c'est autre chose. Hein, sur le fait que tu gères ton risque. Voilà, ça, c'est un premier. Exactement. Et le second point, c'est que ton risque, s'il est plus ou moins élevé, quand il est élevé, et que les mecs ils veulent y aller quand même, et que c'est intéressant, que vous décidez d'y aller aussi, tu leur offres une garantie en disant, ben, nous, on pense que ce scope financier est suffisant pour faire les itérations qui vont nous amener à avoir ce risque, à avoir ce ROI, enfin, ce résultat minimal. Et ce résultat minimal, c'est OK. Si on devait pas l'atteindre et que vous êtes engagé, nous, il y a quand même une garantie groupe où on prendra à nos frais le contenu. Donc là, on est plus au final au forfait en disant et ça, c'est une garantie qui est quand même intéressante et pour le client final. Et rassurante et également si par exemple pour donner un exemple très concret hein, aujourd'hui on travaille avec une automatisation avec un de nos pays d'Europe et en fait la façon dont on a construit le business case dans ce cas-là parce qu'on a beaucoup d'incertitudes donc typiquement on est plus dans une approche un petit peu agile là c'est vraiment vu qu'il y a rien qui a été fait par le passé c'est compliqué de dire quel niveau d'automatisation entre guillemets des volumes du process on va réussir à atteindre donc ce qu'on a construit avec parce que nos business analysts donc les personnes qui documentent le process et nos développeurs donc ceux qui codent le robot sont externes. Donc on a vraiment cette compétence de construire business case en interne et de garantir le project management en fait en interne. Mais ensuite, tout ce qui est la compétence technique pure, on fait appel à des sociétés qu'on a certifiées, des partenaires externes. Et dans ce cas-là, ce qu'on a demandé à notre partenaire, ce qu'on a travaillé en collaboration, c'est de faire un système de quote en fait, de devis pour cette automatisation avec des paliers. C'est-à-dire si on atteint moins de 60% du process qui est automatisé, on ne payera que 9 000 euros, quelque chose comme ça. Si on atteint entre 60 et 80%, on va payer plus 3 000, et si on atteint plus de 80%, on va payer plus 6 000 par exemple. Ce qui fait qu'on crée un système d'incentive de notre business à expliquer le maximum possible pour aller chercher le maximum de résultats, mais aussi de notre partenaire externe à maximiser les résultats et du coup on obtient une forme de garantie entre guillemets. Donc on garantit tout de même, soit on aura une solution médiocre, mais elle sera pas très chère, soit on aura une solution excellente, mais elle sera un petit peu plus chère. Ce qui du coup a une forme de sens des deux côtés en fait. Donc c'est un petit peu le genre de technique qu'on va utiliser pour venir un peu construire cette approche intelligente de service en fait. Ok, donc les premiers sont pas évidents et forcément t'as des critiques sur ta démarche, sur ci, sur ça, sur machin. Donc j'imagine que les premières ventes internes sont toujours les plus délicates. Et ensuite après par contre tu montes donc des retours d'expérience précis sur des use cases qui parlent à ta boîte puisque la problématique dans ton pays de l'Est, peut-être que l'Italie là aussi ou similaire ou le Portugal ou autre. Exact. Et là c'est plus un marketing du Rex qui parle et donc du coup on remet moins ça en cause ta méthode puisqu'elle a déjà porté ses fruits, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et en fait, ce qu'on va beaucoup utiliser aussi, c'est laisser parler aussi les CFO par exemple entre eux. C'est-à-dire que aujourd'hui, si j'ai un pays où ça fonctionne bien, plutôt que d'essayer de passer du temps et de l'énergie à convaincre un pays qui est pas forcément convaincu de base, des fois le messager est presque plus important que le message. Donc, je sais que si mon CFO, notamment de la Belgique, qui est très engagé, qui est vraiment un des pays locomotives entre guillemets sur tout ce qui est automatisation, mais je sais qu'il va discuter avec ses collègues CFO, qui va leur passer un coup de fil et qui va leur dire bah tiens ça marche bien, peut-être que tu devrais tenter si tu as les mêmes problématiques que moi, cher CFO de la Bulgarie par exemple. Et donc je sais que ça va être beaucoup plus puissant en termes de message. Après évidemment en interne on fait voilà quelques podcasts, quelques actions de communication, etc. pour promouvoir un petit peu tout ça, des newsletters internes. Mais moi je suis assez convaincu qu'un client satisfait qui parle de son expérience a clairement un pouvoir assez puissant sur les autres. Et peut-être un aspect qu'on n'a pas forcément trop abordé, parce que là je parle des CFO, mais il y a aussi les CIO, qui a un aspect assez important lorsqu'on fait de l'automatisation. Donc évidemment, notre competence center aujourd'hui, il est structuré d'une manière où, si vous voulez, je reporte directement à la finance, hiérarchiquement, je reporte au CFO. Mais j'ai un de mes collègues directs qui est RPA Tech Lead, qui lui a vraiment le côté un très puissant background tech, qui lui reporte à l'IT. Et donc est fonctionnellement rattaché au CIO de Sodexo Global. Et en Donc fait, ton ouais, competence center il a
il a une dualité de responsabilité, ça. C'est ça, absolument, absolument. On est entre guillemets, à chaque fois qu'on se présente, on explique qu'on est des twins, en fait, des jumeaux, où je suis le côté entre guillemets business du cerveau et il est le côté IT du cerveau. Voilà, c'est un peu cerveau droit, cerveau gauche, mais concrètement, c'est un petit peu ça. Et en fait, ça, selon nous, et c'est là on s'en est rendu compte assez rapidement que sinon ça allait être un bloqueur. En fait, on se rendait compte que lorsqu'on toquait à la porte d'un pays, la finance ou différents départements disaient oui, oui, venez, il y a du business case à faire, etc. Mais rapidement, pour obtenir les accès aux data, aux systèmes, etc., tout de suite, l'IT nous disait ouh là là, vous venez faire du shadow IT chez moi, je suis pas sûr que je sois très chaud pour faire ça. Enfin, je parle un peu familièrement, mais voilà un petit peu concrètement Ouais, ce qu'on entendait. t'inquiète, tu parles pas familièrement, promis. C'est cool. Ok, Et ok, ok. un truc qui est intéressant dans cette idée-là, c'est que, en gros, tu te positionnes, donc, je suis business partner sur une thématique de simplification des processus, C'est ça. avec une promesse d'automatisation, donc de gain de temps, de gain de tout ce que tu veux. Donc, Mhm, du coup, en fait, en soi, ça peut être vu comme une mission de la DS. Si on prend le DSI business partner, j'ai des mhm. business relationship managers, ces gens-là viennent voir les métiers, comprennent leurs pains, normalement étudie ces pains-là, comment on peut les adresser, etc. Aujourd'hui, vous avez sorti de l'équipe DSI globale et vous les avez fait une équipe duale à l'extérieur qui reporte au CFO et à la DSI pour adresser cette problématique-là, dans tous les cas sur un scope Lean RPA qui pourrait être c'est pas Lean et Big Data ou Lean. Non, mais je veux dire, vous avez quand même segmenté, mais on pourrait très bien imaginer qu'il y ait différents compétences centers comme les tiens qui sont en fait des déclinaisons technologiques où ça soit toujours Lean plus nouvelle technologie, Lean plus nouvelle technologie, où il y a les gens comprennent que en fait ils peuvent y appeler. Pourquoi toi, d'après toi, cette façon-là de fonctionner a été faite chez vous, ou s'il y a une raison, et est-ce que tu penses que c'est vraiment en opposition avec un fonctionnement interne à la DSI ou pas? Alors, ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, pour rappeler juste un tout petit peu l'historique aussi de BRS, parce que je pense qu'il y a des raisons qui sont liées à notre historique. C'est une entreprise qui s'est montée. On est déjà très décentralisé, c'est-à-dire que ça s'est beaucoup fait par acquisition. C'était donc de la croissance organique. Donc, on a des systèmes qui sont très différents d'un pays à l'autre. C'est-à-dire qu'on va plus être une sorte de fédération d'entreprises qu'une vraie corpo, comme on pourrait l'imaginer avec un HRIS standardisé, etc. Il y a beaucoup. Du coup, vous imaginez qu'on a une énorme roadmap IT et un gros changement, et aussi parce que notre changement de business model, donc c'est-à-dire qu'avant, concrètement, on imprimait des tickets restaurants, donc on faisait de l'impression, on était presque une entreprise entre guillemets industrielle, j'exagère mais presque, et aujourd'hui, on passe par de l'application, donc on devient ce que notre CEO appelle une tech-enabled company, donc vraiment une compagnie semi-tech ou en tout cas propulsée par la technologie, on va dire. Donc il y a vraiment une métamorphose, à la fois du business, des outils et donc de tout ce qui va être dans le background. Ce qui signifie que de notre côté, on peut, je pense, imaginer assez facilement la charge que ça représente en termes d'IT. Et aujourd'hui, la problématique à laquelle nos pays faisaient face, c'est simplement, ils allaient toquer à la porte de leur IT pour dire, moi, voilà, j'aurais besoin d'une automatisation pour tel processus. Il y a quelque chose qui fonctionne pas là, mais vraiment, ça pourrait être assez simple, une macro sous stéroïde, et je serais vraiment soulagé. Et donc l'IT leur répondait, très bien, mais d'abord on a une telle roadmap que revenez dans 2 ans, on met ça on met ça dans notre backlog et dans 2 ans ce sera fait. Et le problème, c'est que le business ne peut pas se permettre ça. Et donc, typiquement, ce qui a été détecté en fait comme opportunité, c'était de venir dire quelle solution on peut mettre en place pour euh, automatiser des process de manière rapide, de manière tactique. Donc, typiquement, le RPA. Alors aujourd'hui, on est Smart Automation dans notre Competence Center. Donc, à l'avenir, clairement, on commence à envisager, là, on a commencé à faire des POC pour de l'intelligence artificielle, pour différentes choses, du process mining. Donc, on va avoir différentes capacités. Mais le RPA, ça répond vraiment à un besoin qui est un besoin tactique. C'est-à-dire qu'on va avoir des ROI qui vont être à 6 mois, 9 mois, 1 an, des choses qui vont se mettre en place en 8 semaines, 12 semaines. Donc c'est vraiment des choses très rapides entre le moment où on capte le besoin et le moment où le robot est en train de passer en mode run. Donc il y a vraiment ce côté venir complémenter en fait cette digital factory IT qui va venir produire différentes choses, et on va être entre guillemets un nouvel outil de la boîte à outils pour des choses plus tactiques. Par exemple, on sait qu'une application va être abandonnée, un back office va être abandonné d'ici à 2 ans typiquement, mais l'équipe a des énormes efforts aujourd'hui. Il y a des tâches qui sont vraiment compliquées en phase de clôture par exemple. On va mettre un robot, on sait qu'on va le jeter dans 2 ans, mais le payback il est à 9 mois.
bah c'est pas grave, on met quand même en place un robot, ça soulage quand même les équipes aujourd'hui, on évite d'avoir du turnover dans les équipes, voilà. Donc il y a vraiment un aspect très très tactique à ça. Task force Ouais, opérationnel, plus c'est ça, agile parce que l'IT group, on va dire, a des axes forts où déjà ça consomme énormément de bandes passantes là-dessus et exact. où ces gens-là sont déjà dédiés à 100%. On pourrait vous voir comme une squad beaucoup plus agile, etc. là-dedans, mais du coup au final vous n'auriez pas le même quotidien que toutes les autres squads qui sont orientées sur la mise en place de nouveaux outils forts, architecture, etc. Et il y a le côté comme il y a plein de tactiques à mettre en place là-dessus, il y a quand même un process plus important financier parce que le gros projet de changement de RP, oui, bien sûr, il a été étudié en avance de phase, etc. Là, on vient vous voir, c'est beaucoup plus rapide, donc tu as besoin d'avoir cette dimension financière beaucoup plus agile pour valider ou pas si ça vaut le coup de le faire. Exactement, exactement. T'as très bien compris. Donc c'est aussi pour ça qu'on insiste sur le fait de délivrer des résultats rapides et de s'engager quand même à quelque chose, même si on n'a pas toujours un niveau de certitude incroyable, parce que on répond à un vrai besoin, à une vraie problématique. Et comme tu le dis, on a également des projets de. Donc ça c'est pour ce qui se fait aujourd'hui. Donc c'est très tactique et c'est très un robot par pays, etc. Ce genre d'approche, donc très local. Donc il y a un côté aussi, faut établir une relation de confiance hein, avec les personnes avec qui on parle, donc débugger un petit peu les situations, rencontrer le CIO local également, voilà. Mais derrière, il y a tout un côté où demain, il y aura un nouvel ERP. Donc, on promet, entre guillemets, aux équipes un nouvel ERP dans 2, 3, 4, 5, 6 ans. Mais qu'est-ce qu'on leur donne entre-temps? Et donc, il y a un côté où, des fois, en interne, on me dit, oui, mais votre robot, là, c'est une solution, c'est du quick fix, c'est du temporaire, c'est mettre un pansement sur une plaie ouverte, etc. Certes, mais Ça ça, veut dire que la plaie peut durer longtemps. c'est exactement, exactement. Donc il y a quand même un côté très pertinent. Et demain, lorsque l'on aura un ERP globalisé, standardisé, etc., un corps modèle en place, et ben on aura peut-être un robot qui traite tous les pays à la fois. Donc qui vient compléter cet ERP, mais qui du coup traitera tous les pays à la fois. Donc on va scale up en fait à long terme. Ok, très clair. Et non, super clair. Combien en termes de nombre tu vois, dans ton équipe, tech, lean, enfin tu vois comment elle se décompose, tech, lean, Ouais, bien sûr. finance, vous faites combien, si on appelle ça de projets, ou au-delà de projets par client, par an, et en moyenne c'est combien de temps? Ok. Alors pour donner quelques chiffres, aujourd'hui donc déjà on travaille sur 31 pays si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a 31 pays chez BRS. Sur les 31, on en a environ 50% qui sont déjà engagés, c'est-à-dire qu'on soit une automatisation ou plus, ou en tout cas on est en sérieuse discussion pour en mettre une en place où il y a un développement en cours. On est à peu près à 50% de ratio, simplement aussi parce qu'il y a des pays, je pense notamment à la région Asie-Pacifique, où parfois le RPA, bah, c'est pas forcément la solution qu'on va venir mettre en place de par les coûts, etc. Il y a des logiques qui font que voilà, c'est pas forcément pertinent. Mais voilà, concrètement, 50% des pays. En termes de nombre dans l'équipe, donc il y a moi, donc mon jumeau IT, comme je disais tout à l'heure, le tech lead, et notre programme manager, en fait, qui est notre sponsor et qui permet de construire un petit peu tout ça. Et ensuite, on va faire appel à une myriade d'entreprises partenaires. La façon dont c'est constitué, je pense que ça peut être intéressant pour les auditeurs. On a en fait des développeurs, on a des entreprises partenaires par région. Donc, c'est-à-dire qu'on va en avoir une dans l'Europe, une dans l'ATAM et éventuellement une en Asie dans le futur. Ça, c'est dans l'idéal. Dans la pratique, vu qu'on est encore jeune, parce qu'on est live que depuis 6 mois, donc l'idée du Competence Center est apparue il y a 1 an, mais on est vraiment officiellement live que depuis 6 mois. Donc l'idée, c'était d'en avoir un par région. Ça, c'est le to-be. Mais aujourd'hui, on veut quand même encore tester le marché. Il y a encore, par exemple, des providers de services qui viennent et qui proposent des tarifs complètement vraiment cassés, donc c'est-à-dire à 50% moins cher que la concurrence. Donc, on va venir les tester sur une automatisation pour voir si c'est un partenaire avec lequel on veut travailler à l'avenir, pour voir si la qualité est au rendez-vous, etc. Donc, on est encore un petit peu dans cette phase-là. Mais à terme, on voudrait en avoir un par région, ce qui représente, j'aurais pas le chiffre, le nombre de développeurs total, mais oui, ça fait une équipe de développeurs à peu près par région. Ok. Et ouais. Et au niveau du lean, qui c'est qui s'en occupe sur le côté responsable lean? Alors Lean, donc on a également un Lean Manager en fait par région.
Donc là, on va avoir une personne, une collègue à moi directement et moi-même en Europe, et l'équivalent au côté LATAM. Et le côté Asie, pour l'instant, il y a moins de demandes de ce côté-là également. Et ensuite, on va également, s'il y a un besoin particulier, donc par exemple, on avait détecté un besoin sur une de nos entités européennes où il y avait vraiment un besoin de mettre en place une culture, une sorte de culture de la performance, on va dire, avec des targets, etc. Donc ce qu'on appelle les OKR, Objective Key Results. Et donc là, on a fait appel à une consultante externe pour venir nous soutenir. Donc quand on a des thématiques très particulières, on peut appeler un black belt ou un consultant lean ou un expert value stream mapping, par exemple, pour venir compléter nos compétences. Ou si jamais on devient le bottleneck entre guillemets, on devient le goulot nous-mêmes. Donc on fait appel à des consultants externes pour venir en renfort, en Ok. fonction de la demande, évidemment. Donc ça nous permet d'avoir une forme d'ajustement s'il y a des grosses phases de demande. Euh, donc voilà un petit peu pour ça. Et tu m'avais demandé également le nombre d'automatisations. Aujourd'hui, on a une vingtaine d'automatisations déployées à travers Sodexo BRS. Et le rythme de croisière, on va augmenter au moins avec 4 automatisations par an. Ça, c'est notre estimation basse, et probablement plus haut. Mais là, voilà, c'est encore en train de se mettre en place. Notre plan à 3 ans est encore en train de se construire. Donc c'est un petit peu tôt encore pour en parler. Ok. Et par pays, là, pour l'instant, sur les 6 mois, vous avez fait un seul projet là-dessus. Et est-ce que du coup, sur ceux avec qui tu as commencé, tu vois, au tout début, et globalement, ce qui c'est le plus mature, tu vois qu'en fait, est-ce que c'est une démarche qu'ils veulent généraliser avec vous? Est-ce que c'est pas tout à fait comme ça parce qu'ils disent ok, on a compris comment vous faites, on va réinternaliser chez nous. Tu dis, ah, bon, ce côté-là, tu euh, tu fais les choses après comme quand même t'es dans une logique interne, tu formes les gens aussi à une façon de faire. Bien sûr. Et il pourrait y avoir l'IT en interne local qui se dit bah en fait au final quand même je préfère moi le réinternaliser parce que bon Théo qui vient voir tous nos process qui sont pétés, franchement ça la fout mal. Qu'est-ce qu'il y a ce comportement-là? Ouais, alors il y a un petit peu ça, mais en fait moi ça me va très bien entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que mon objectif demain, si jamais je devais gérer tous les projets d'automatisation dans tous les pays de Sodexo, il y a un moment où je pense que voilà, je vais exploser en vol. Donc il y a un côté vraiment où mon objectif c'est de d'apprendre à pêcher. Je viens pas pour donner du poisson. Alors évidemment, le premier projet que je fais avec un pays, en général, je vais vraiment les prendre par la main. Donc c'est vraiment, on va le faire ensemble. Mais en général, je demande à avoir un profil type project manager, PMO avec moi, et on va venir co-lead entre guillemets le projet. Donc c'est comme si cette personne était un peu en work shadowing, hein, en observation. Tiens. Mais évidemment, elle va contribuer parce qu'elle a les contacts en interne dans le pays. Elle va savoir à qui toquer dans l'IT, chez qui toquer. Elle va savoir à qui demander pour le business dans la finance, par exemple. Et donc, et cette personne, je vais essayer de la former au maximum, lui passer un maximum de compétences, lui expliquer les templates, la mettre en relation donc avec les développeurs externes, donc construire toute cette relation, etc. Et ensuite, mon objectif, c'est que le pays se débrouille. J'ai le cas aujourd'hui dans une entité notamment en Europe où le pays est quasiment en full autonomie. Donc, on a simplement un point de 30 minutes par semaine où je suis les sujets. Il y a une update assez rapide, tac, tac, tac. Je participe également à leur call weekly avec le fournisseur externe, donc pour faire le point sur l'avancement du développement de telle chose, du test de telle opportunité. Mais maintenant, cette entité fonctionne de manière quasi autonome, 80% autonome, je dirais. Et ça, c'est véritablement mon objectif, parce que ça veut dire qu'à long terme, j'ai un modèle entre guillemets hybride. Je suis ni centralisé avec vraiment quelque chose où on veut absolument avoir une tour, l'œil de Sauron entre guillemets, qui va venir tout contrôler, etc. Mais pas non Oui. plus. Ouais, c'est sûr que comme ça, t'es vendeur après, tu vois. Tu changes Voilà. de table. Moi, mon mission principale, c'était les 2 euros. Et tu sais qu'en fait, au final, c'est intéressant ce que tu viens de dire là, parce que c'est dans les organisations, les PMO, parce que tu parles, t'as vu, tu cherches un binôme local à faire monter en compétences, etc. Le PMO tour de contrôle, hein, c'est ça, en fait, dans plein d'entreprises. Le mec, en gros, la personne, cherche à collecter les données pour faire un reporting et en frontal avec les boss. Donc tu vois, bon il gère les problèmes mais aussi le positif. Et en fait, ça prend tellement de temps de collecter de la donnée, il challenge pas les trucs. En fait, il est dans une relation avec les chefs de projet qui est assez malsaine sur le côté œil de Sauron versus, Ouais. nous on le voit beaucoup avec Assas, un outil qui t'aide vraiment sur la partie reporting et où t'es uniquement sur la partie challenge, coaching des chefs de projet là-dessus, sur des méthodes lean, mais franchement, c'est un changement de métier parce que quand tu parles aux PMO qui ont 10 ans d'expérience, etc., leur objectif, c'est traquer le temps passé, les budgets, faire le reporting sur PowerPoint. Et quand tu leur parles là-dessus, et après, il y a
Bon, et bien sûr, former chef de projet, mais c'est à la fin de la fin de la fin de leur mission, quoi. Et c'est ça où le truc, il fonctionne pas, quoi. Et tu te dis, bah, en fait, ouais, c'est normal que le projet aille pas bien parce que tu t'as zéro temps vraiment passé avec eux pour les engager sur le change des métiers, la bonne démarche avec eux, la bonne posture. Enfin, c'est quand même, pour moi, Ouais. c'est ce que je dis, c'est vraiment ce truc-là de ce qu'il faut sortir du rôle du PMO, quoi. C'est ça, c'est ça. Et pour moi, si tu veux, où est-ce que où est-ce que j'apporte entre guillemets de la valeur? Ma valeur, elle est pas dans le tracking, justement. Pour moi, ça doit être fait via des outils qui me permettent de rapidement avoir une visu, hein, comme tu disais, et qui me permettent d'être serein entre guillemets avec l'état d'avancée des projets. Mais derrière, là où j'apporte vraiment de la valeur et là où un PMO apporte de la valeur, c'est comme tu dis, dans le coaching, dans la montée en compétences, etc. Pour moi, c'est là où vraiment on a besoin d'un cerveau humain. Alors que pour donner un reporting, la deadline elle est verte ou elle est rouge. Je veux dire, ça, c'est peut-être juste un outil qui peut être suffisant et de maintenir à jour et que l'outil soit efficace. Mais ça, je pense qu'il y a des dizaines d'outils aujourd'hui qui permettent de le faire de manière relativement efficace. Il suffit de trouver le sien. Voilà, donc non, pour moi, je suis totalement en phase avec ça. Et c'est vraiment mon objectif à long terme. L'idéal, entre guillemets, c'est qu'un pays n'ait plus besoin du Competence Center, qui reste, entre guillemets, dans nos guidelines, dans le sens où il applique notre méthodologie, il Pour reporte les business le cases de la groupe même vers le manière. haut. T'as les nouvelles bonnes pratiques, tu vas C'est ça, benchmarker des fournisseurs de dingue, des expertises de ouf, où là, exactement. tu as besoin d'avoir une compétence groupe pour avoir aussi l'argent et le temps d'investir dans les évolutions, les bonnes pratiques, Dans la que tu veille. peux faire Mhm. redescendre dans les entités par pays là-dessus, mais la base, elle est là, et peut-être qu'après, tu fais des séminaires une fois tous les 6 mois ou un an avec tous les PMO locaux ou autres sur les bonnes pratiques, la façon dont on pourrait s'améliorer, travailler, les échanges entre pays, etc. Et là, c'est vraiment. Exactement. Exactement. Et ce que j'aime bien en fait aussi dans cette démarche, c'est qu'il y a vraiment un côté où entre guillemets, je vais venir apporter une méthodologie core entre guillemets, un modèle, mais ensuite les pays, de par leur expérience locale, pratique, pragmatique et opérationnelle, vont venir me dire, mais attends Théo, là votre modèle, il est pas mal, mais en fait nous, dans la réalité, ça fonctionne pas si bien. Est-ce qu'on pourrait pas le changer? Et donc il y a vraiment ce flux qui commence à se mettre en place où j'ai des retours d'expérience et je me dis mais attendez non on va construire une version 2 de notre modèle en fait. Je me rends compte qu'il y a des choses qu'on pourrait vraiment faire plus efficacement. Et donc il y a vraiment cet échange qui se met en place. Et si j'avais pas de relais locaux, si j'avais pas ce côté PMO entre guillemets, ce qu'on appelle des RPA champions en fait chez Sodexo BRS, si j'avais pas ces RPA champions, j'aurais cette boucle entre guillemets de retour, elle reposerait que sur moi et donc je serais forcément biaisé. Et là ça me permet de me remettre en question et de venir améliorer le modèle en fait. Donc c'est un modèle qui fonctionne bien et vers lequel on veut se diriger concrètement. Très clair. Et toi, aujourd'hui, dans ta RPA manager, tu as parlé de PMO en mode binôme. C'est la même personne ou c'est une autre personne? C'est une personne qui en général, c'est une personne qui va être par exemple un PMO ou un project manager dans une entité, qui va avoir, je sais pas, un projet digitalisation, un projet standardisation des processus de finance, et également un pourcentage de son temps, je sais pas, 10, 20, 30% dédié au RPA, par exemple. Donc ça va être ce type de profil-là. Et aussi, ce qu'on essaie d'apporter par la même occasion, c'est tout ce qui va être des sortes de bonnes pratiques de gestion de projet. Tu vois ce que je veux dire? On va apporter aussi des templates de weekly, des pratiques de daily lors des phases vraiment intenses, par exemple le testing, etc. Ce genre de choses qui, je pense, vont aussi bénéficier à d'autres projets, en fait, par une sorte d'effet un petit peu ricochet. Donc il y a ce côté-là aussi où avoir une équipe centrale qui a le temps, hein, comme tu le disais, qui peut se permettre de construire un méthodology kit, qui peut se permettre de faire de la veille, de trouver les meilleures pratiques de project management récentes, etc. On va voir ce côté transfert de compétences dans le Lean, dans le RPA, mais aussi dans le project management, en fait, à travers tout ça. Ok, très clair. Et du coup, lui, après, il est embarqué dans ton collectif C'est ça. global et tu l'embarques juste pour être sûr de comprendre sous quel titre. C'est juste pour être sûr. Est-ce que c'est RPA manager parce qu'il a la compétence tech ou est-ce que c'est le tech lead de Alors nous, son. c'est plus RPA Manager. Ouais, dans ce cas-là, ok, je comprends la question. Donc dans ce cas-là, c'est plus RPA Manager parce Ok. que dans les profils tech, c'est quand même c'est une compétence qui peut être plus peut-être complexe à acquérir. Ça parle pas forcément à tous les profils. Et donc en général, après on a des profils qui ont une certaine appétence. Hein. J'ai des exemples de pays où ils sont très curieux côté tech et donc dans ce cas-là, ils apprennent quelques compétences. Mais le côté tech, ça va vraiment plus être la discussion avec l'IT. Donc moi, je vais être énormément en discussion avec cette personne-là, donc notre RPA champion. Et mon collègue qui est RPA Tech Lead, mon jumeau IT entre guillemets, lui va beaucoup être en contact avec un point, ce qu'on appelle un SPOC, Single Point of Contact, dans l'IT local en fait, hein, tout simplement. Et également avec le RPA Champion par rebond, bien sûr. Ok, trop cool. Bah écoute, super intéressant, Théo. Je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'il y a un point particulier sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou que, au contraire, un nouveau point qu'on n'aurait pas abordé?
Peut-être un point, qui est parfois, laissé de côté, mais que je trouve, assez pertinent, c'est que, l'automatisation et tout ça, ça peut être «fun» entre guillemets. Je vais juste donner, quelques exemples. On a par exemple un de nos robots, en Belgique. Ce qu'on fait lorsque les gens construisent un robot, on leur donne en fait des Microsoft Forms où ils vont venir voter pour quel nom va-t-on donner, au robot. Et donc l'équipe projet, les gens du business et cetera, les gens qui ont expliqué le process, toute l'équipe qui a contribué va venir donner des noms et ensuite on va les laisser voter. Chacun va avoir des choix multiples sur chaque nom, qu'il préfère. Et par exemple, notre robot en Belgique s'appelle IPA, donc voilà, pas très surprenant de la part de de nos amis belges, donc comme la bière. Et par exemple, en France, on a un duo de robots qui sont Carlos et Carlita. Voilà, ce genre de petites choses, c'est bête, mais ça va aussi un petit peu permettre de rayonner facilement. Ça va permettre de rendre les projets un peu plus fun. Et il y a vraiment une dynamique, entre guillemets, d'énergie positive à insuffler là-dedans. Et je dirais toujours penser entre guillemets, l'avantage de ce genre de projet, c'est que c'est des projets à cycle court. Et donc, les équipes vont venir investir du temps, mais ne vont pas s'essouffler. Elles vont être récompensées rapidement. Donc, il y a un vrai côté satisfaction de l'équipe, je pense. Enfin, mes collègues le confirmeraient mieux que moi. Mais voilà, je pense que c'est important. Cycle court, pas s'essouffler, donc là c'est le côté aussi agilité. Ouais, J'arrive à délivrer de la valeur en continu, même si c'est pas la valeur finale qu'on aurait espéré, c'est en continu je vois ce que j'y gagne et on évite d'être parce qu'on fait les choses, c'est enfin tu vois être pro, ok, être fun aussi. Dans cet c'est ordre-là, ça. c'est important. Et ça permet de créer des choses cool, sympas. Ok. Mais c'est vrai que C'est ça. c'est ta raison sur le côté kiff. C'est un oubli stratégique, tu vois. C'est ça, c'est c'est ça. Et c'est essentiel hein, pour continuer à alimenter la machine, en fait. Faut remettre du carburant, donc voilà, c'est essentiel. ouais. Puis les gens, je pense que dans leur vraie vie, ils aiment. Tu vois, on aime tous déconner, avoir un peu de fun, C'est etc. ça. Mais c'est juste qu'il faut d'abord être pro, mais après, quand tu peux l'être, c'est top. C'est Bon, ça, super. c'est ça. C'était super intéressant. Merci pour tout. Les gens, s'ils veulent échanger avec toi, soit sur des grands comptes comme les tiens, sur la mise en place de ce type de competence center ou sur les enjeux de ligne d'RPA, tout le monde est, tu vois, ils peuvent te contacter sur LinkedIn et en fonction, Bien sûr, tu, bien sûr. top, cool. Ça peut toujours être intéressant. Tu vois, il y a des auditeurs qui disent, j'ai écouté cet épisode-là, il est génial. Tu mets contact eux, tu viens du podcast. Normalement, ils sont gentils. Donc, bon, super. Mais écoutez, n'hésitez pas à contacter Théo et encore, merci à tous. Merci à tous. Merci Bertrand pour l'invitation. Bon, mais j'espère que vous avez adoré ce podcast comme nous. C'est super intéressant de pouvoir poser toutes ces questions et vraiment aller au fond des choses. Pour aller encore plus loin, on lance un cycle de live un vendredi sur deux, du coup entre 13h et 14h ou entre 11h et midi. Donc pour vous inscrire, soit vous suivez sur LinkedIn où vous verrez les événements passer, soit vous allez sur ersas.io et vous aurez tous les événements qui vont sortir. Donc n'hésitez pas, dans ces lives, vous pouvez poser vos questions et intervenir directement avec le speaker. Et en attendant, bien sûr, n'hésitez pas à partager le podcast sur LinkedIn et à le noter sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Merci à tous.